Bonjour, dans cette vidéo, on va commencer les activités d'évaluation et de soutien pour le premier chapitre de l'unité de géodynamique externe de la Terre. Et on commence avec l'exercice 1. Dans cet exercice, on nous demande de relier chaque terme à sa définition. Le premier terme, c'est la bioturbation. Donc on a plusieurs définitions. On va essayer de prendre la définition qui correspond à ce terme. Donc, la bioturbation, elle correspond à quoi? Elle correspond à l'ensemble des phénomènes de perturbation des sédiments par l'activité organique des êtres vivants. Donc, comme on a dit dans le cours, bio veut dire activité biologique et turbation veut dire perturbation. Le terme signifie les perturbations causées par l'activité organique des êtres vivants sur les sédiments. Maintenant, le CCD, c'est quoi? Le CCD, on l'a vu au niveau des milieux sédimentaires marins quand on parlait de la plaine abyssale et on a dit que c'était une limite en dessous de laquelle il y a dissolution du CaCO3. Donc, la définition qui correspond au CCD, c'est celle-là. C'est le niveau de compensation des carbonates, limite en dessous de laquelle il y a dissolution des squelettes calcaires. Le delta, maintenant, on l'a vu dans la partie où on a traité les milieux sédimentaires intermédiaires et on a dit que c'était l'un des deux types d'embouchure d'un cours d'eau au niveau de la mer. Là, voilà, c'est sa définition. C'est un type d'embouchure d'un cours d'eau dans la mer où il y a dominance des apports fluviatiles. Vous vous souvenez, on a dit qu'au niveau du delta, il y avait un éventail où se déposaient les sédiments apportés par le fleuve d'une manière très accrue par rapport aux apports marins qui étaient très faibles. Pour la lagune, c'est aussi un autre milieu intermédiaire, mais cette fois-ci, c'est une étendue d'eau salée qui est peu profonde et qui est séparée par la mer par un cordon littoral. Elle est caractérisée par un faible renouvellement des eaux et une forte évaporation qui va permettre le dépôt des sédiments caractérisant la lagune qui sont les évaporites. La définition d'une figure sédimentaire, c'est très simple. C'est la structure, ce sont des structures ou des déformations qui sont préservées dans la roche sédimentaire au cours de sa formation, utilisées pour reconstituer les conditions du milieu de sédimentation. Donc on a dit c'était le témoin des conditions qui régnaient dans le milieu de sédimentation, à savoir la dynamique et aussi l'activité des êtres vivants. Et on a dit qu'il y a trois types de figures sédimentaires, les figures liées à la dynamique de l'eau et du vent, les rides et les dunes, les figures liées au climat, les fentes de dessiccation et les traces de gouttes de pluie, et les figures liées à l'activité biologique, les traces de pattes, les fossiles et aussi les traces de racines. On passe maintenant au deuxième exercice. On nous demande de remplir. Toujours vous allez trouver les verbes d'action en gras. Ça va nous permettre de savoir ce qu'on nous demande dans l'exercice. Ici, on a juste à remplir, c'est-à-dire mettre les termes adéquats au niveau des trous. Donc, ce type d'exercice, ça s'appelle les exercices à trous, ou bien les textes à trous. Donc, le texte nous parle du milieu fluviatile. En milieu fluviatile, la vitesse du courant varie selon les deux rives du cours d'eau. Au niveau de la rive, ici, il y a un mot manquant. Pour savoir ce qu'on va mettre ici, donc on sait déjà qu'il y a deux types de rives. Les rives concaves et les rives convexes, au niveau du milieu fluviatile. Pour savoir quel type de rive on va poser là, on va voir comment la vitesse du courant elle est. On nous dit que la vitesse du courant augmente, c'est-à-dire il y a une grande vitesse de courant. Et engendre, donc toujours quand la vitesse du courant elle est grande, on se dit directement que c'est la rive concave, où il y a une grande vitesse du courant, et cette grande vitesse va engendrer quelque chose des roches. Donc quand la vitesse elle est grande, elle va permettre l'érosion des roches au niveau de cette rive. Voilà le deuxième mot manquant. Alors qu'au niveau de la rive, l'autre type de rive, on va terminer la phrase pour savoir ce qu'on va mettre. La vitesse du courant, on nous donne pas comment elle est, mais on nous dit elle conduit au dépôt des sédiments transportés par le cours d'eau. Donc on sait quand il y a dépôt des sédiments transportés, c'est-à-dire la vitesse doit être faible. Elle diminue au niveau de cette rive. Et la rive où il y a diminution du courant, de la vitesse du courant d'eau, c'est la rive convexe. C'est le deuxième type de rive au niveau du milieu fluviatile ou au niveau d'un cours d'eau. Donc, on a dit que la vitesse du courant, ici on a augmente. On va mettre le verbe
opposé qui est diminue. On continue. Toujours dans le milieu fluviatile, l'alternance des périodes d'érosion et de sédimentation produit des terrasses de deux types. Donc maintenant, on doit remémorer les types de terrasses qu'on a vus dans le milieu fluviatile. Donc ces types de terrasses, on a dit, elles se forment selon est-ce qu'il y a dominance de la sédimentation ou dominance de l'érosion. Pour savoir ce qu'on va mettre ici, on va continuer la phrase. Donc des terrasses quelque chose lorsque la sédimentation est dominante. Donc quand la sédimentation elle domine, les couches qui se forment ne vont pas subir une forte érosion, ce qui va permettre le dépôt de couches, comme on a dit, continu. Donc ce type de terrasse, ce sont les terrasses, essayez de le savoir tout seul, emboîtées. Les terrasses, donc le deuxième type de terrasse, bien sûr on a les emboîtées, on a les terrasses étagées. Dans ce cas, on a les terrasses en forme d'escalier et elles sont dues à une érosion qui domine par rapport à la sédimentation. Donc ici, le mot qui manque, c'est lorsque l'érosion est dominante. Le troisième exercice, on nous demande de remettre les phrases suivantes en ordre. Donc c'est la première chose à faire. On va reconnaître la première, la deuxième, etc. Donc on va les mettre en ordre. Bien sûr, en ordre chronologique selon les étapes, selon la succession des étapes, afin de donner un paragraphe sur les étapes de sédimentation des roches phosphatées. Donc on va premièrement mettre en ordre les phrases, puis on va donner un paragraphe. On nous demande d'utiliser les connecteurs logiques adéquats afin d'avoir un bon paragraphe où les étapes sont reliées dans le temps. Donc, on a formation des roches phosphatées et mise à l'affleurement. Les êtres vivants microscopiques, les planctons et les vertébrés, les poissons consomment le phosphate de l'eau et le fixe. Réaction entre le phosphore et le CO2 et formation du phosphate qui se dépose dans les roches sédimentaires. La sédimentation des phosphates nécessite des eaux tempérées, bien éclairées et peu profondes avec une importante activité des êtres vivants. Après la mort de ces organismes, les bactéries assurent leur décomposition, libérant ainsi le phosphore et le CO2. La première chose à faire, on doit cibler la première phrase. C'est-à-dire, on doit se demander avec quoi notre paragraphe peut commencer. Ici, on nous parle des étapes de sédimentation des roches phosphatées, mais avant de parler de ces étapes, on a une phrase ici qui introduit les conditions nécessaires à la formation de ces roches. Quelle est cette phrase-là? C'est celle-là. La sédimentation des phosphates nécessite des eaux tempérées, bien éclairées, peu profondes, avec une importante activité des êtres vivants. Donc cette phrase, elle va introduire les conditions nécessaires à la formation de ces roches, avant de parler des étapes de leur formation. Donc celle-là, ça va être la première phrase. On continue. Pour moi, je vais toujours aller cibler encore une fois la dernière phrase. C'est-à-dire comment je peux conclure mon paragraphe. Donc on nous parle ici réaction, les êtres vivants, qu'est-ce qu'ils vont faire après la mort de ces organismes. Et on a ici une phrase qui parle de la mise à l'affleurement. La mise à l'affleurement, c'est-à-dire quand la roche devient une roche apparente en surface de la terre et qu'elle commence à être visible au niveau des bassins phosphatés. Donc pour moi, c'est là, ça va être la dernière phrase. Ici, c'est le numéro 5. Maintenant, il nous reste 3 phrases qu'on doit mettre en ordre. Donc ici, on parle dans la première phrase de l'activité importante des êtres vivants. C'est-à-dire juste après, je dois parler de ces êtres vivants. C'est-à-dire ces êtres vivants, qu'est-ce qu'ils vont faire? La phrase qui me parle de la contribution des êtres vivants dans la formation des roches phosphatées, c'est celle-là. Et elle nous dit, les êtres vivants microscopiques, les planctons et les vertébrés et les poissons consomment le phosphate de l'eau et le fixe. Donc c'est ça la contribution de ces êtres vivants. Je vais la prendre comme deuxième phrase de mon paragraphe. Après, quand je dis que ces êtres vivants fixent le phosphate, je dois savoir qu'est-ce qui va arriver à ce phosphate fixé par les êtres vivants. Dans ce cas, je vais aller à cette phrase-là qui me dit qu'après la mort de ces organismes, les bactéries assurent leur décomposition, libérant ainsi le phosphore et le CO2. Voilà, c'est notre troisième phrase. Ici, j'ai le phosphore et le CO2, c'est-à-dire la phrase d'après, elle va parler de ces deux constituants. C'est la dernière phrase qui nous reste, réaction entre le phosphore et le CO2 et formation du phosphate qui se dépose dans les roches sédimentaires. C'est la quatrième phrase. Maintenant, quand on veut reconstituer notre paragraphe, je vais prendre celle-là, la première, je vais lui faire comme ça, et je vais commencer à mettre mon paragraphe. Voilà, c'est la première phrase. Je vais vous mettre le paragraphe avec une autre couleur. La deuxième phrase,
et nous dit les êtres vivants microscopiques. Ok. On a ici avec une importante activité des êtres vivants. On peut joindre les deux phrases. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour ne pas nous se répéter, je vais faire comme ça. Je vais écrire ces derniers. Je vais mettre entre parenthèses les êtres vivants, je parle des microscopiques et des vertébrés. Vous voyez, quand je fais mon paragraphe, je dois un petit peu, ou bien jongler avec les phrases. Ces derniers, c'est-à-dire je parle des êtres vivants microscopiques et des vertébrés. Ces derniers consomment le phosphate de l'eau et le fixent. On continue notre paragraphe. Après cela, donc c'est là, ça y est. Après cela vient la troisième phrase. Après la mort de ces organismes, celle-là, on va la garder comme telle. On va rien changer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un connecteur logique qui est après. D'accord? Ensuite, donc maintenant, la phrase d'après, c'est celle-là. Je vais la prendre. Je vais la poser ici et je vais voir qu'est-ce que je peux en faire. Donc, libérons ainsi le phosphore et le CO2. Et ici, on a une répétition du phosphore et du CO2. Donc, on doit les supprimer. Utiliser un connecteur logique pour avoir, je vais choisir comme connecteur qui réagissent entre eux. Comme ça, j'aurai enlevé toute cette répétition. Voilà. La formation, vous voyez, je suis en train de faire avec vous l'exercice pour que ça soit clair, pour que vous sachiez comment vous allez réfléchir avec votre feuille tout seul et engendre la formation du phosphate qui se dépose dans les roches sédimentaires. C'est bon, je peux inclure cette phrase dans mon paragraphe. Je suis arrivée à la fin, il me reste une seule phrase. On peut finir par une expression, c'est ainsi, la phrase, c'est ainsi qu'il y a, ou bien c'est ainsi qu'a lieu, si on veut dire, la formation des roches phosphatées, on va enlever cette majuscule, qui vont enfin subir une mise à l'affleurement. Et voilà, j'aurai un paragraphe qui regroupe toutes les étapes de formation des roches sédimentaires phosphatées. On passe maintenant à l'exercice 4, où on a des données ou bien des propositions numérotées de 1 à 4, dont une seule est correcte. La première proposition nous dit un sable bien classé est caractérisé par une courbe cumulative unimodale, un indice de trace faible ou un transport lent. Quand on a une courbe cumulative unimodale, celle-là va nous permettre de conclure que le sable, il est homogène. Donc c'est ça la conclusion qu'on peut en ressortir. Elle ne nous donne pas une idée sur le classement du sable. Un transport lent, le transport lent, on peut le savoir grâce à l'aspect des grains de quartz, d'accord? Mais pour savoir le classement d'un sable, c'est en calculant l'indice de trace. Donc, plus l'indice de trace est faible, et plus le sable, il est bien classé. Donc, la proposition correcte, c'est la proposition B. Donc, voilà, un indice de trace faible. Un sable éolien. Le sable éolien, on a dit, c'est un sable qui est transporté par le vent. Contient un pourcentage élevé des grains de quartz Nu, ou bien EL, ou bien Rn. Donc, on a vu dans le cours que les grains de quartz Nu sont des grains anguleux, tranchants, et qui sont témoins d'un transport nul. Le sable, il va se déposer près de la roche-mère, ou bien un transport par la glace, qui conserve l'aspect des grains de quartz. Alors que les grains de quartz de type EL, c'est-à-dire émoussé luisant, cette luisance, elle est due à leur transport par l'eau, qui va leur donner aussi une surface lisse. Donc, ces grains de quartz caractérisent le sable qui est transporté pour une longue distance avec de l'eau. Il nous reste les grains de quartz Rm, ce sont les rangs mat. Donc, ces grains de quartz indiquent que le sable est transporté par le vent parce qu'on a un aspect mat dû au choc que subissent les grains quand ils sont transportés par le vent. Donc, la proposition exacte, c'est la proposition C. Les dunes sont des figures sédimentaires dues à des courants d'eau et de vent, la bioturbation des courants de vent. Donc, les dunes, on a vu que ce sont des figures sédimentaires liées à la dynamique du vent seulement et sont dues seulement à l'action du vent, c'est-à-dire on va choisir comme bonne proposition la proposition C, parce que la bioturbation, elle va nous donner des figures sédimentaires de type fente de dessiccation. La bioturbation va nous donner des figures sédimentaires de type traces de pâte, fossiles, traces de racines. Et les courants d'eau et de vent donnent les figures sédimentaires de type rides. On passe. En milieu fluviatile, la vitesse du courant d'eau est plus importante dans la rive convexe. Donc, on a dit que la rive convexe, c'est la rive où il y a dépôt des sédiments. Et ce dépôt, il est dû à une faible vitesse du courant d'eau. La première proposition, elle est fausse.
il y a dépôt des sédiments sur la rive convexe, ou bien il y a érosion au niveau de la rive convexe. Donc, on vient de le dire, au niveau de la rive convexe, il y a dépôt des sédiments et non pas l'érosion. On va choisir la proposition B. On arrive maintenant à l'exercice 5, où on nous demande d'indiquer parmi les propositions suivantes celles qui sont vraies et on doit corriger les fausses. La première nous dit les grains de quartz d'un sable transportés par la glace, les grains de quartz d'un sable transportés par la glace ont un aspect émoussé luisant. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On a dit que la glace, elle va conserver l'aspect des grains de quartz issus de l'érosion, c'est-à-dire c'est-à-dire que les grains de quartz vont conserver leur aspect non usé. Donc celle-là, elle est fausse. On la met en rouge. Et pour la corriger, on va ici dire que ont un aspect pas émoussé luisant, mais un aspect non usé. La deuxième proposition, dans les dunes désertiques, on trouve des grains de quartz de type rang mat. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc les grains de quartz rang mat, ils sont témoins d'un transport éolien et ils se trouvent surtout au niveau des milieux désertiques. Donc c'est vrai. Donc c'est une proposition vraie. En milieu fluviatile, il y a augmentation de la taille des sédiments de l'amont vers l'aval. Donc en milieu fluviatile, on a dit que les sédiments qui se déposent de l'amont vers l'aval, on passe des graviers pour arriver aux argiles et aux sables fins en aval. C'est-à-dire qu'il y a diminution de la taille des sédiments et non pas augmentation. Donc on va la corriger. Diminution de la taille des sédiments de l'amont vers l'aval. Donc elle est fausse. Dans un cours d'eau, plus la vitesse du courant augmente, plus il y a transport des particules de grande taille. Donc, on l'a vu dans l'expérience de la gouttière et on a dit que les particules de grande taille ont besoin d'un courant d'eau de grande vitesse pour être transportées. Donc, notre proposition, elle est vraie. Une courbe de fréquence bimodale indique que le sable étudié est un mélange de particules de différents diamètres issues de différents milieux. Donc, la courbe de fréquence bimodale, elle permet de conclure que le milieu est hétérogène. Hétérogène veut dire qu'il y a des particules de plusieurs diamètres, les particules fines et les particules de grande dimension. Donc, puisqu'il y a des particules de différents diamètres, cela veut dire que ces particules viennent de différents milieux. Donc, notre proposition, elle est vraie. Le quartile Q3 représente le diamètre correspondant à 25% du poids du sédiment étudié. Donc, les quartiles, on a deux, le Q1 et le Q3. On a vu que pour obtenir le quartile Q1, on prend l'ordonnée 75% et le Q1, c'est le diamètre qui correspond à 75%. Donc, pour le Q3, c'est l'ordonnée 25% et l'intersection de cette ordonnée avec la courbe cumulative nous permet d'obtenir le diamètre qui est le 25% du poids du sédiment étudié. Donc, la proposition, elle est vraie. Ici, vous pouvez écrire vrai avec E et fausse, c'est-à-dire les deux au féminin pour proposition. Sinon, vous pouvez écrire vrai et faux, c'est pas grave. La proposition suivante nous dit les rides de vagues sont des ondulations à flanc asymétriques dues à un courant unidirectionnel. Donc, les rides de vagues, c'est un type de rides qui sont des figures sédimentaires liées à la dynamique de l'eau et du vent. Et on a vu qu'il y a deux types, les rides de vagues et les rides de courant. Ce qui les différencie, c'est le type de flanc. Au niveau des rides de vagues, on sait que les vagues, ils vont et viennent dans les deux sens. C'est-à-dire les rides de vagues, elles sont caractérisées par un courant bidirectionnel. Donc, ce courant bidirectionnel va donner une symétrie au niveau de la ride. Donc, la proposition, elle est fausse. Et pour la corriger, on va dire ici à flanc symétrique dû à un courant, ici, pas unidirectionnel, mais bidirectionnel. Voilà la correction, je vais la mettre en rouge aussi. La dernière proposition, les barkhans sont des dunes en forme d'étoile dues à des courants de vent de plusieurs directions. Donc, des barkhans sont des dunes, oui, mais leur forme, elle n'est pas en étoile, mais elles ont une forme de croissant. Par contre, ils sont caractérisés par le fait qu'elles sont convexes du côté de la direction du vent. Donc, c'est faux. Pour corriger tout ça, on va dire que ce sont des dunes en forme de croissant et pas en forme d'étoile, dues à des courants de vent de plusieurs directions. Non. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont convexes du côté de l'arrivée. Et voilà, comme ça, on aurait terminé
nos exercices de reconstitution des connaissances. Dans la prochaine vidéo, on va voir une application sur le deuxième type d'exercice, c'est-à-dire où on a